Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vois des petites têtes. Je vais partir mon petit timer pour aider Alexis à me faire respecter les temps. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Lisandre Labrec-Lebeau, comme j'ai été si bien présentée. Donc, je suis très, très contente aujourd'hui de vous présenter une partie des résultats de ce projet qui porte sur l'intervention pivot. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est que cette petite bête étrange. Plusieurs d'entre vous le savent déjà, mais c'est vraiment un projet qui s'est, entre autres, attardé à décortiquer ce que c'était les actions concrètes au quotidien de l'intervention pivot. Et c'est sur cette partie-là qu'on va s'attarder davantage aujourd'hui. Je vais vous partager mon petit PowerPoint. Donc, là, vous êtes supposés de voir ça. Et moi sur le côté. Voilà. Oui, c'est parfait, Lisandre. Présentation que j'ai appelée les actions de l'intervention parce que j'ai vraiment voulu, entre autres, me pencher sur qu'est-ce que ça voulait dire là, dans le concret, dans une sociologie de l'action, qu'est-ce que c'est l'intervention pivot. Et puis, bon, le cas de la pratique pivot en autisme et en déficience intellectuelle, je vais vous expliquer qu'il s'agissait d'un projet pilote, au fond, avec lequel on est parti, donc des données, et qu'à partir de cette étude de cas-là, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut dire de cette intervention pivot, entre autres pour voir si on peut l'appliquer dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines, et voir ce que ça nous dit aussi de l'intervention aujourd'hui en général. Donc, petit plan de la présentation, on va commencer avec la problématique rapidement et l'objectif principal d'aujourd'hui. On va présenter très rapidement les sources de données là, qui vont être utilisées plus précisément aujourd'hui parce que ça a été un projet assez d'une plus grande ampleur qui a utilisé différentes sources de données. Ensuite, je vous propose la question assez simple, qu'est-ce que c'est intervenir? Bien sûr, dans le contexte de l'intervention pivot en autisme et déficience intellectuelle. Et donc, je vais vous proposer de me suivre dans mon cheminement de pensée qui m'a amené à différencier 4 zones d'action de la pratique pivot. Ensuite, pour aller un peu plus dans le détail, donc, qu'est-ce que les familles nous disent, donc du côté des familles, qu'est-ce que les intervenantes nous disent, donc du côté des intervenantes, qu'est-ce que c'est la pratique pivot. Finalement, certains points de consensus, on l'espère, entre les familles et les intervenantes. Et finalement, quelques conclusions que je vous propose. Et après ça, comme Alexis l'a dit, il y aura la période de questions et je serai enchantée d'avoir vos questions et commentaires parce que c'est toujours un moment intéressant pour nous, bien sûr, les chercheurs, d'aller présenter ce qu'on a trouvé pour le valider ou l'invalider ou l'étoffer. Et donc, j'ai bien hâte de vous entendre à cet effet. Problématique large, on est dans un contexte où l'intervention psychosociale, là, au sens très large, et leurs différentes fonctions vont se recomposer un peu aujourd'hui autour de certaines embûches, certains dilemmes. Entre autres, on a la multiplication des acteurs professionnels, multiplication des dispositifs d'intervention, une certaine complexification des cas et des profils d'individus qui se retrouvent avec différents besoins, mais qui sont éparpillés sur différentes institutions. Des dynamiques intersectorielles, comme plusieurs d'entre vous le savez, donc comment arrimer différents secteurs, différentes institutions entre elles. Et cette réalité-là plus large de l'intervention aujourd'hui, ça se manifeste aussi évidemment dans le cas des familles qui ont un enfant avec un trouble du spectre de l'autisme. Et donc, ces familles-là, pour obtenir des services dans le réseau de la santé et des services sociaux au Québec, vont faire face à de très longues listes d'attente, doivent frapper à plusieurs portes pour obtenir des services pour leur enfant, contacter différents ministères, coordonner différents services, l'école, la garderie, etc. Et donc, l'intervention pivot qu'on va voir aujourd'hui se montre comme une pratique prometteuse afin de faciliter à la fois leur démarche aux familles, donc faciliter ces démarches, et leur accès aux soins et services. Et donc, intervention pivot, le fameux pivot, qu'est-ce que c'est? Donc, à l'origine, c'est une pratique qui naît aux États-Unis, dans le Harlem des années 70 ou 80.
et qui a pour but justement de pallier les inégalités sociales, notamment les inégalités d'accès aux soins en oncologie pour certaines populations racisées, sous-assurées, etc. Et donc, c'est notamment une pratique qui naît en sciences infirmières. Donc, c'est beaucoup des infirmières, les premières intervenantes pivots dans l'histoire. Euh, Sinon, on a la métaphore du pivot, se tourner à droite, se tourner à gauche, mais en anglais, il y a le mot, on utilise le concept de navigation, donc navigation, pour parler du fait de devoir naviguer au sein du système, aider l'usager et sa famille à naviguer. Et donc, rapidement, oui, il va y avoir des professionnels qui vont faire cette pratique pivot, mais ça va aussi se généraliser à certains bénévoles, donc par exemple d'anciens usagers qui vont en aider d'autres à naviguer dans le système. Aussi des pères aidants, donc certains patients qui vont aider de leur père à naviguer dans ce système. Et donc, ça a une certaine histoire, un certain ancrage, mais du côté du terrain, on ne sait pas précisément de quoi il s'agit. Donc, on semble s'entendre, se référer à la même chose sur ce que c'est l'intervention pivot. On sait que ça semble fonctionner, qu'il y a de la satisfaction des différentes clientèles, mais on ne sait pas précisément quelle tâche compose l'intervention pivot. Pour complexifier le tout, plusieurs intervenants qui œuvrent dans les services sociaux du réseau portent le titre de pivot. Donc, on a des éducateurs pivots, on a des intervenants pivots. Et dernière couche supplémentaire pour bien brouiller le tout, les parents, les familles, les usagers différencient généralement les différents intervenants à leur dossier par leur prénom ou par leur titre professionnel. Donc, on va dire ma travailleuse sociale, mon éducatrice, on va rarement dire mon intervenante pivot. Et donc, c'est un peu devant ce portrait qu'on se retrouve à l'aube de ce projet, qui est un projet pilote dont le ministère a demandé l'évaluation. Et ce projet pilote, ça touchait les 5 CIUS de l'île de Montréal et ça comprenait l'ajout d'un poste d'intervenante pivot pour justement les familles avec un enfant qui présente un TSA. Et donc, ce projet pilote qui comprenait l'ajout d'un poste par CIUS, justement, ensuite, on avait la deuxième portion qui était l'évaluation de ce projet-là. Et donc, ici, on va faire une présentation partielle des résultats parce que ça a été un projet avec différentes sources de données, comme je disais, qui s'est étalé depuis plusieurs années. Et donc, l'objectif général, plus général et précis d'aujourd'hui, c'est en quoi consiste concrètement cette pratique pivot et de quelle manière s'y articule ou s'y réarticule certaines fonctions classiques de l'intervention sociale. Donc, comme on va voir, je me suis inspirée d'une certaine sociologie de l'intervention, représentée entre autres par Astier, Ravon, Franken, des auteurs assez classiques dans le domaine de la sociologie de l'intervention, et pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ces cadres de lecture-là aujourd'hui. Donc, les sources de données qui sont concernées aujourd'hui, on a fait une revue de littérature en sociologie de l'intervention et aussi en intervention pivot, bien sûr, pour voir de quoi il s'agit. On a eu des entrevues avec les intervenantes pivot, donc c'est 5 CIUS, mais 6 intervenantes pivot qui ont été déployées là, sur l'île dans le cadre de ce projet pilote-ci. Des observations in situ de la pratique pivot. Et finalement aussi des entrevues avec les familles. Tout ce volet plus qualitatif-là a été aussi complété là, avec un volet quantitatif et un sondage téléphonique qui venait un peu appuyer ces observations-ci et qu'on n'aura pas le temps de présenter aujourd'hui. Donc, à partir de toutes ces sources de données-là, donc plusieurs heures d'entrevues, plusieurs journaux de terrain, d'observation, qu'est-ce que c'est intervenir dans l'esprit de l'intervention pivot, toujours? Plein de tâches diverses qui ressortent, premièrement, au début du terrain, quand on analyse les entretiens, les observations. Donc, l'intervenante pivot avec une famille dont un des enfants est un TSA, va par exemple, on va dire qu'elle se bat pour aller chercher des services.
Donc un vocabulaire assez dur, assez fonceur. Elle va venir à la maison pour observer l'enfant, son quotidien, ses comportements. Donc, quelque chose de plus, de plus quotidien, justement, à la maison, peut venir voir la famille, etc. Ensuite, on a des tâches comme fait le lien entre ma famille et la garderie, l'école. Bon, on pourrait nommer le CRDI, le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle, même si ça n'existe plus dans les faits. Et finalement, bon, on me donne des trucs pour le quotidien, notamment pour la propreté, la communication, etc. Donc, des tâches un peu éparses, beaucoup d'exemples qui se rajoutent et qui commencent à s'organiser. Donc, on a justement une zone autour, bon, mon intervenante sait à quelle porte aller cogner, elle m'obtient du répit, etc. Donc, une zone en haut à gauche qui nous semble jouer avec un peu l'idée de courroie de transmission. Ensuite, une zone en haut à droite qui concerne davantage les déplacements à la maison pour venir voir la famille. Donc, mon intervenante vient à la maison, elle identifie les besoins, les objectifs à travailler, elle élabore un plan d'intervention. Ensuite, quelque chose qui s'organise là, dans le cadran en bas à gauche autour de la coordination. Elle fait le lien entre ma famille et la garderie, elle organise des réunions avec d'autres intervenants. Bon, toute l'idée de coordination des soins et des services. Et la zone que vous voyez en bas à droite, autour de l'aide concrète au quotidien. Donc, les intervenantes pivots vont aussi, par exemple, enseigner aux familles comment travailler avec leurs enfants, par exemple pour la communication. Il y a aussi toute l'idée d'enseigner à enseigner. Donc, mon intervenante me montre comment enseigner des choses à mon enfant, par exemple autour du sommeil, la propreté. Donc, toute l'idée des trucs pour le quotidien. Et donc, ce sont des tâches assez courantes qui reviennent beaucoup dans les récits, qui reviennent aussi dans la littérature là, par rapport à d'autres professions pivots. Là. Et donc, l'idée, c'était un peu de mettre de l'ordre là-dedans, en restant informé par une sociologie de l'intervention et en sortant aussi peut-être de catégories plus classiques, là, par exemple, qu'on retrouve dans la littérature grise ou, ou certains documents plus institutionnels, et donc de voir comment on peut y mettre une espèce d'épaisseur d'analyse à tout ça. Et donc, bon, premièrement, ce qu'on remarque, c'est que l'intervention pivot ne concerne pas que la famille. Hein. On intervient sur la famille, mais on intervient aussi sur le réseau, les institutions, les dispositifs. Donc, par exemple, on va intervenir avec la famille, chez elle, à la maison, à droite de mon continuum. Et vers la gauche, on se retrouve avec carrément des interventions sur le système, sur le réseau. Donc, l'idée d'enfoncer des portes, de créer des liens, etc. Donc, une première distinction qui apparaît un peu au milieu de l'ensemble de ces tâches qui peuvent nous paraître éparses au début. Et ensuite, pour différencier ces tâches-là, on s'est dit qu'on allait reprendre cette grande distinction, justement, en sociologie de l'intervention, entre travailler sur et travailler avec. Donc, c'est une espèce de grand principe là, qui est souvent réutilisé en sociologie de l'intervention. Bien sûr, personne ne veut travailler sur. Hein? Ça nous évoque une vieille posture d'intervention un peu autoritaire. Ce que j'ai voulu mobiliser ici en parlant de travailler sur, c'est davantage la posture d'extériorité. Donc, par exemple, quand on travaille sur la famille, c'est toute l'idée d'expertise, d'observation, d'évaluation. Et donc, quand il est question, par exemple, d'observer une famille ou un individu, l'intervenante est dans un rôle d'experte et d'observatrice de la situation. Et donc, elle travaille sur la situation. Même chose lorsque l'intervenant tente de surmonter des entités ou des procédures administratives. Hein, là, je vous mets au cadran en haut à gauche. L'intervenant travaille sur le système, sur le réseau, en essayant de le faire fonctionner au maximum, de détecter des passages rapides, des facilitants, etc. Ce qui est un peu distingué de l'idée de travailler avec le réseau, où là, on aura toutes les situations dans lesquelles on réunit des acteurs, des représentants, des dispositifs, on les fait dialoguer, se coordonner, s'arrimer.
Et donc, tout ce qu'on appelle notamment le travail réseau se situe un peu dans cette zone d'action-là du travail avec le réseau. Et donc, on se retrouve avec 4 zones qui semblent se différencier selon l'objet de l'intervention et selon qu'on travaille avec et sur. Et c'est à partir de ces actions très concrètes-là que j'en suis venue à nommer ces 4 cadrans, donc 4 grandes zones d'action que je propose pour l'intervention de pivot. Donc, en haut à gauche, le plaidoyer et la promotion des intérêts, tout ce qu'on appelle l'advocacy en anglais. En haut à droite, l'observation et l'évaluation. L'arrimage des interventions et des services en bas à gauche. Et finalement, tout ce qui est coaching, transmission, outillage parental en bas à droite. Donc, si vous voulez, on peut passer chacune de ces zones-là un peu plus tranquillement. Donc, en haut à droite, observation et évaluation, l'idée de travailler sur la famille. Donc, c'est une première zone d'action qui est décrite par les différents acteurs et actrices interrogés. Et donc, c'est une zone qui se réfère justement à une posture d'expertise. Et c'est comme un premier relevé de la situation. Donc, une première visite à domicile de la part de l'intervenante. Et ce relevé de la situation va être mis à jour au fur et à mesure du développement du parcours thérapeutique de l'enfant et puis de sa famille. Donc, c'est l'occasion d'identification, c'est l'occasion d'identifier les besoins, les objectifs réalistes à travailler avec la famille, avec l'enfant, et rédiger le plan d'intervention. Et donc, cette espèce de savoir des intervenants in situ permet de préciser certaines solutions ancrées dans le quotidien notamment. Et donc, avec un potentiel de réussite parce qu'on est en situation dans la maison de la famille. Par contre, cette zone d'action peut entrer en conflit, comme vous pouvez le deviner, avec, par exemple, toute la reconnaissance des savoirs expérientiels de la part des familles. Donc, la posture d'expertise de l'intervenant peut venir entrer en tension avec les savoirs expérientiels de la famille. Par exemple, il y a beaucoup de familles qui vont nous dire je suis sa mère, je vis avec mon enfant, je sais ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et donc, souvent, ce qui va revenir par rapport à cette zone-là pour les intervenantes, c'est de nous dire on n'enlève pas quelque chose qui fonctionne déjà. Donc, vous allez voir plus tard qu'on va cheminer vers une certaine philosophie d'intervention qui est propre, je trouve, à l'intervention pivot et ce projet pilote que nous avons analysé plus précisément. Deuxième zone, en haut à gauche, le plaidoyer et la promotion des intérêts de l'usager et de sa famille. Donc, on est dans l'idée de travailler sur le réseau, sur les dispositifs. Et donc, c'est en fait une grande partie des pratiques d'intervention psychosociale au sens large, d'agir comme médiateur entre les institutions et les usagers. Peut-être encore davantage dans le cas des intervenantes pivots parce que justement, c'est tout la question de savoir à quelle porte aller cogner. C'est beaucoup une phrase qui revient dans le discours des acteurs. Et donc, les intervenants développent une expertise du système, des démarches, des processus, des dispositifs, y compris les incohérences du système. Euh, et donc, toute cette expertise du système va être mis au profit des familles, vraiment là, comme un réel combat. On va retrouver un vocabulaire là, vraiment lié thématiquement au combat dans cette zone d'action-là. Ça va être aussi l'occasion d'investiguer un peu les différents canaux par lesquels on ne reçoit pas des services. Donc, on sait notamment avec les théories du non-recours qu'il y a différentes explications au fait de ne pas avoir accès à certains services. Par exemple, connaître les services, mais quand même ne pas les demander, ne pas les connaître et ne pas les recevoir. Donc, c'est différents canaux que les intervenantes vont investiguer afin d'expliquer le non-recours quand c'est le cas. Troisième zone, donc celle en bas à droite, l'idée de travailler avec la famille, c'est toute la zone d'action autour du coaching, de la transmission, de l'outillage parental. Et il y a différentes expressions justement qui évoquent ce cadran-là dans l'intervention.
Et c'est beaucoup l'idée, du moins concernant les familles avec un enfant qui présente un TSA, c'est beaucoup l'idée de pérenniser les gains, les apprentissages et aussi rendre autonomes les parents. Donc, c'est toute l'idée, comme je vous disais un peu plus tôt, d'enseigner à enseigner. Plusieurs intervenantes qui nous disent, à partir du moment où je montre aux parents comment enseigner un mot à leur enfant, ils peuvent lui montrer tous les mots possibles, tous les mots du monde. Et donc, ce coaching des parents-là présente des avantages pour tous, mais c'est sûr que ce qu'on observe, c'est que ça tend à créer une certaine professionnalisation des parents. C'est quelque chose qu'on observe beaucoup dans le monde de l'autisme. Des parents qui deviennent de plus en plus experts de l'autisme, de leur enfant, du diagnostic et puis aussi d'une certaine parentalité, hein, parce que c'est une parentalité bien précise là, que celle d'avoir un enfant avec des besoins spéciaux. Les familles et les parents vont développer toute cette expertise, mais pas nécessairement les moyens d'action nécessaires. Et donc, c'est une zone qui peut aussi créer de la tension quand on pense que cet outillage, ce coaching parental, va entre autres trahir l'ensemble des rapports de pouvoir qui peuvent rentrer en jeu hein, quand l'intervention vise l'autonomisation de ces clientèles. Finalement, dernière zone, peut-être la plus connue, celle qui vient le plus rapidement en tête quand on parle d'intervention pivot, travailler avec le réseau, donc toute la question de l'arrimage des interventions, des services. On est vraiment là, dans la métaphore du pivot, hein, de pouvoir se retourner à droite, à gauche. Euh, et donc, il y a plusieurs milieux et organisations qui sont impliqués là, dans le quotidien de l'enfant tout au long de sa trajectoire. Donc, la famille, hein, le milieu de vie principal de l'enfant, les services de garde et ensuite l'école, le médecin de famille, l'intervenante en intervention comportementale intensive, là, qui est la méthode préconisée par notre système de santé et services sociaux pour l'apprentissage des enfants avec un TSA. Souvent, il y a un ergothérapeute, nutritionniste, les ressources communautaires. Donc, ça fait énormément de ressources et d'acteurs à coordonner. Et donc, chacun possède son expertise, ses ressources particulières et donc, on a un travail d'intervention qui peut rester relativement fragmenté et puis créer des discontinuités, des parasitages, voire même des contradictions. Hein. L'idée, bon, on lui apprend quelque chose à la maison et il apprend le contraire à l'école. Et donc, l'intervenante pivot tente de faire dialoguer les acteurs impliqués, notamment pour élaborer hein, un plan de service individualisé, là, donc qui est le terme pour l'idée d'intégrer l'ensemble des interventions dans un même plan qui serait cohérent. Donc, vous l'aurez compris, ces 4 grandes zones d'action-là ne se retrouvent jamais tout à fait à l'état pur dans la réalité, mais ils nous permettent un peu d'identifier les grandes logiques de l'intervention pivot telle qu'on a pu l'observer. Ces dimensions ne résument pas non plus à elles seules l'intervention pivot, parce que, comme on va le voir, dans de nombreuses conduites professionnelles, il y a certaines catégories d'actions qui sont implicites, qui sont latentes. Et donc, il faut voir ces 4 catégories d'actions un peu comme une combinatoire, un peu comme une grille de lecture avec laquelle on peut jouer pour essayer de mieux comprendre la pratique pivot et aussi l'intervention aujourd'hui. Donc, une fois qu'on a installé cette première grille de lecture-là, qu'est-ce que les familles et les intervenantes nous disent plus précisément de leur expérience de l'intervention pivot? Bon, excusez, mon ordinateur est gelé. Voilà. Donc, du côté des familles, ben, premièrement, ce n'est pas si étonnant, vous allez me dire, mais il y a une grande variabilité des besoins des familles. Et donc, ce n'est pas si évident que ça de dire les familles avec un enfant qui a un TSA au Québec ont besoin de tel ou tel type d'intervention. Parce que selon les caractéristiques de leur situation, leur outillage parental de base, etc., ils vont avoir des besoins très différents. Donc, par exemple, il y a des mères qui nous disent moi, je n'ai pas besoin d'être supportée comme parent, j'ai besoin qu'on remplisse des formulaires pour que j'ai accès à certains services.
Alors que d'autres vont nous dire, ben moi, je n'ai aucun problème à coordonner les services de mon enfant. Ce que je veux, c'est être appuyé dans mes démarches et puis même, bon, être assuré, être validé, etc. Et donc, il y a une grande variabilité des besoins, mais certaines constantes qui ressortent par rapport au rôle perçu de leur intervenante pivot. Donc, premièrement, vraiment quelque chose qui ressort de manière très forte, c'est une intervenante appréciée, c'est quelqu'un qui a le souci de l'autre et de son métier. Donc, vraiment l'idée d'avoir à cœur le bien-être de l'enfant et d'aimer son métier. Donc, c'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup dans le discours des familles et qu'ils apprécient beaucoup. Deuxièmement, on attend de l'intervenant qu'il soit capable de porter 2 chapeaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est le chapeau qui est plus traditionnellement, associé au travail social, donc dont l'espèce d'image, d'image, caricaturale pour les parents, c'est remplir des formulaires et l'autre chapeau qui est plus proche de la psychoéducation et donc justement autour de, apprendre les moyens concrets avec lesquels mieux vivre avec son enfant. Et donc, les parents nous disent que les deux types de professions, les deux types de disciplines leur servent également au sein de ce contexte d'intervention pivot. Les intervenantes aussi remarquent qu'elles viennent d'une formation ou de l'autre, elles sont appelées à faire des tâches qui vraiment là, peuvent couvrir ces deux types de disciplines. La continuité du lien, troisième point, c'est quelque chose aussi d'extrêmement important. Je dis toujours que c'est l'image du numéro sur le frigidaire. Donc, mon intervenante pivot, j'ai son numéro sur mon frigidaire, je sais que je peux l'appeler n'importe quand, elle va me répondre, elle va m'aider. Donc, on peut même penser que c'est le fait d'avoir une intervenante pivot en soi qui fait autant de bien et le fait qu'elle reste au dossier. Donc, même si on n'en a pas besoin, le fait de pouvoir la contacter, c'est quelque chose qui est vraiment central dans l'expérience des familles. Et finalement, l'alliance clinique, qui est un concept bon, plus classique en intervention, en relation d'aide. Donc, vraiment l'idée d'un travail conjoint entre le parent et l'intervenante qui vont se partager différents trucs, différentes tâches et qui vont reconnaître l'un et l'autre leurs différentes expertises là, parentales, professionnelles, etc. Ce qui ressort plus précisément du côté des intervenantes, premièrement, vraiment un aspect essentiel du travail, de la pratique pivot, et aussi une condition de réussite selon les différents gens interviewés, c'est l'idée de sonder les besoins et les attentes des familles et de les traduire en termes de services. Donc, j'ai dit ici recadrage des attentes et traduction des besoins en service, c'est vraiment un rôle de traducteur, on pourrait dire. Parce que les familles bon, ont des besoins, mais ne connaissent pas nécessairement les possibilités de l'offre de service. Et l'intervenante, ben, c'est le contraire, elle connaît l'offre de service, mais elle doit aller attacher ça aux besoins de la famille. Donc, premier grand principe qui ressort de la pratique pivot selon les intervenantes. Et finalement, ce que j'ai appelé des objectifs explicitement implicites. Donc, c'est ce qu'un peu tout le monde nous dit faire, mais qui ne sont pas supposés faire. Donc, c'est rien de si grave, vous l'aurez deviné, mais comme dans toutes les conduites professionnelles, hein, il y a ces espèces de zones latentes de l'action, des choses que l'on sait que tout le monde fait, tout le monde le sait, mais on en parle comme quelque chose d'un peu plus officieux. Donc, premièrement, toute l'idée de la socialisation diagnostique. Donc, apprendre aux parents et à la famille qu'est-ce que c'est l'autisme, on n'en guérit pas, c'est pas une maladie, il y a telle et telle possibilité. Donc, ce qu'on appelle toute une socialisation autour du diagnostic d'autisme. Deuxièmement, bien, le support émotif des parents. On entend souvent l'idée que, bon, je suis supposée d'intervenir autour de l'enfant ou pour le bien-être de l'enfant, mais si la maman se met à pleurer devant moi, ben, je ne vais pas la laisser tomber. Donc, toute l'idée que les parents aussi ont besoin de support émotif pendant cette période-là de l'intervention pivot.
Un autre objectif un peu implicite et qui se marie bien bon, au contexte hein, des listes d'attente, c'est que souvent les intervenants pivots vont se voir comme des palliatifs ou on va avoir des objectifs palliatifs à l'attente et à la discontinuité. Donc, ça peut être par exemple d'aller se retourner vers le communautaire pendant qu'on est sur une liste d'attente, ou justement pouvoir combler un trou de service avec une autre idée, avec du répit, etc. Et donc, ils vont se donner cette mission-là pour pas que les familles se retrouvent à découvert. Et finalement, on voit toute l'idée de préparation aux interventions ultérieures. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour l'enfant? Et donc, les intervenantes vont aller jusqu'à penser à anticiper ce qui s'en vient pour les familles et les préparer à ces étapes ultérieures-là. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti de manière assez forte dans l'auto-perception des intervenantes en pratique pivot. Et donc, vous l'aurez compris, il y a certains points de consensus, évidemment, entre les familles et les intervenantes sur ce qui fonctionne bien, sur ce qui est une pratique pivot qui est appréciée, qui est possible, qui est de part et d'autre. Donc, premièrement, ce qui ressort vraiment de manière transversale, c'est que l'intervention doit faire place à toute la famille. Évidemment, surtout dans le cas d'un enfant, on ne peut pas intervenir que sur l'enfant et le bien-être de l'enfant parce que son bien-être va évidemment dépendre de celui de toute la famille. Il y a aussi notamment toute une intervention sur la fratrie ou parfois auprès du père qui va être mis en place par certaines intervenantes. Euh, Deuxièmement, ben, c'est une relation, donc, entre la famille et son intervenant et son intervenante pivot qui doit se bâtir sur la fiabilité et la confiance mutuelle. Donc, tant l'intervenante que la famille apprécient que l'autre personne soit justement fiable dans le fait bon, de se rejoindre, de travailler ensemble un objectif, etc. Troisièmement, on s'entend sur le fait que ce qui fonctionne bien, c'est choisir des objectifs réalistes pour l'enfant, pour la famille, et établi dans une optique d'alliance thérapeutique, donc vraiment l'idée de travailler ensemble vers des objectifs communs. Et finalement, justement, l'idée que la définition de la situation, donc tant les besoins de la famille que les services qu'on y associe, ben, cette définition-là, hein, on doit s'entendre et elle doit être la même pour tous pour que l'intervention pivot fonctionne à son meilleur. Ça nous amène à quelques conclusions qu'on peut tirer de ce volet plus qualitatif là, sur l'intervention pivot. Le pivot, l'intervention pivot, la pratique pivot, on peut la voir comme une fonction, hein, dans le sens que c'est une fonction qui est disséminée au sein de diverses pratiques cliniques, mais aussi au sein des familles, parce que les familles, on le voit, vont assumer une partie de ces tâches de la pratique pivot. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les intervenants pivots sont au cœur d'une, justement, redivision du travail d'intervention entre différents acteurs du réseau, hors du réseau et les parents. Et donc, ce qu'elles visent notamment par leurs tâches, c'est des principes assez connus, notamment en intersectorialité, ben, la complémentarité des différents services et interventions. Donc, on ne veut pas dédoubler les services, on veut conserver ceux qui fonctionnent déjà. Ensuite, la cohérence et l'intégration. Donc, on veut que les interventions se nourrissent et se renforcent en elles. Donc, par exemple, justement, l'idée qui revient souvent de si on travaille un objectif à la maison, on veut, par exemple, que l'école aille dans le même sens. Et finalement, la couverture complète. Donc, l'idée, c'est de combler, dans la mesure du possible, l'ensemble des besoins de la famille et à identifier les trous de service. Finalement, ce qu'on remarque là, vraiment comme élément très intéressant dans cette pratique pivot, c'est toute une philosophie d'intervention qui prend le dessus là, et qui est centrée autour du réalisme thérapeutique. Donc, pour ceux qui sont familiers avec des approches comme la réduction des méfaits, on n'est pas si loin de ça. C'est l'idée de rester dans un pragmatisme très concret, de viser un accord entre les besoins et les moyens, donc qu'est-ce qui est possible de faire,
miser sur les chances de réussite plutôt que sur des espèces d'objectifs qui seraient dans l'idéal ou qui seraient un peu inatteignables. Garder ce qui fonctionne déjà, donc vraiment ce qu'on peut appeler une espèce de réalisme thérapeutique là, qui va être visé tant par la pratique pivot telle qu'on a pu l'observer et les familles. Et finalement, ce qu'on remarque aussi dans l'ensemble des discours des gens interrogés, et c'est des pistes que je veux pousser davantage, c'est à quel point il y a un ensemble de normes sociales qui sont en jeu dans ce type d'intervention pour la situation qui nous intéresse, là, les familles avec un enfant qui présente un TSA. On a toutes sortes de normes hein, autour de ce que c'est le développement de l'enfant, ce que c'est un enfant normal, un enfant spécial, ça revient souvent des normes autour de la parentalité, même du couple et de la famille. Et tout ça va vraiment venir jouer tant dans l'intervention que dans les pratiques qui vont être mises en place, que dans la relation qui va être développée avec la famille. Et donc, il y a là beaucoup il y a beaucoup d'éléments à pousser afin de mieux comprendre là, tant les conditions de réussite d'une intervention, que ce que ça veut dire aujourd'hui, justement, intervenir avec des familles avec des besoins différents, qui viennent souvent, par exemple, de communautés culturelles différentes. Et donc, c'est une des directions que je souhaiterais prendre à partir de maintenant. Je pense que je vais arriver juste dans mon temps. Il me reste peut-être 2 ou 3 minutes. Donc, merci à toute l'équipe de recherche avec qui j'ai pu accomplir ce projet. Merci du fond du cœur à toutes les familles et les intervenantes qui sont des gens très, très, très occupés et qui nous ont donné un peu de leur temps pour répondre à nos questions. Et finalement, bon, ça a été rendu possible, évidemment, avec la, la collaboration de différentes directions de programme et des bailleurs de fonds impliqués dans le projet. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute.